Avant que vous n'écoutiez toute mon histoire, je tiens à préciser que je n'ai aucun regret. Mon film m'a permis d'avoir tout ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire de la notoriété, de l'argent et des amis. Bref, si en écoutant ce qui va suivre, vous vous demandez si j'ai regretté quelque chose, la réponse est non. Même si j'avoue que j'aurais aimé que mon film ne me vole pas tant de choses précieuses. Je me présente. Jérémy, 22 ans, et passionné de cinéma. J'ai grandi avec des parents aimants, et le meilleur grand frère du monde. Mon grand frère s'appelait Daniel, il avait 4 ans de plus que moi, il était très protecteur. Une fois, je m'étais fait racketter à la sortie du collège, et je l'ai dit à mon frère. Si vous avez vu son regard, mon Dieu. Je n'avais jamais vu mon frère énervé comme ça. Il m'a dit qu'il allait régler ça, et il est parti. À ce jour, je n'ai toujours pas su ce qu'il avait fait aux personnes qui m'avaient racketté, mais je ne les ai jamais revues. Je l'aimais beaucoup, et je ne m'imaginais pas vivre sans lui. Malheureusement, il est décédé le 26 mai 2014 dans des circonstances étranges. Le légiste a conclu qu'il était mort d'une crise cardiaque, mais je pense personnellement qu'il a été assassiné par certaines personnes. Mais j'y reviendrai plus tard. Il serait peut-être temps de commencer l'histoire. Tout commence en juillet 2000. J'avais 6 ans, et mon frère en avait 10. On s'amusait à filmer absolument tout dans le jardin, avec le caméscope de notre père. On filmait des plantes, des écureuils, et même les gamins qui passaient en vélo dans la rue devant notre jardin. Puis on a décidé de quitter le jardin et de s'aventurer dans la dite ruelle. Il n'y avait plus rien à filmer dans notre jardin, et on commençait à s'ennuyer. Je pense que ne pas prévenir nos parents était une erreur, parce que pendant qu'on marchait, on a vu une bande de chats errants en train de déchiqueter un oiseau. Ça m'a dégoûté, mais mon frère trouvait ça amusant. Il commençait à faire des plans vraiment précis sur le volatile et il riait. Je lui ai dit d'arrêter de filmer ça, mais il refusait. Il faut croire qu'il aimait vraiment la vue. Puis, notre mère nous a pris sur le coup. Elle nous a tirés jusqu'à la maison et a commencé à nous engueuler. Je priais pour qu'elle ne regarde pas la vidéo. Évidemment, elle nous a confisqué la caméra et elle est partie voir notre père. Je voyais que mon frère stressait. Lui aussi priait pour que nos parents ne voient pas ce qu'il venait de filmer. Malheureusement, notre père a crié son nom et il a dû s'expliquer. Mes parents lui ont demandé pourquoi il avait filmé ça, et il n'avait rien à répondre. On n'a malheureusement plus jamais pu rejouer avec le caméscope de notre père. Cependant, depuis cette journée, mon frère s'était découvert une grande passion pour le cinéma. J'étais content qu'on partage les mêmes centres d'intérêt, car j'avais envie de passer plus de temps avec lui. On inventait des scénarios de films d'action ou d'horreur. On créait des personnages. On invitait des amis à jouer avec nous. Bref, on voulait travailler dans l'industrie du cinéma. Mon frère m'avait dit qu'on créerait un film très populaire un jour, et qu'on serait riche. Bizarrement, il avait eu raison sur ce point. Peut-être qu'il voyageait dans le temps. On allait tout le temps au cinéma avec notre père. C'était vraiment la belle époque. Il nous payait l'entrée, nous achetait du popcorn, et on parlait du film pendant toute la soirée. Si j'ai arrêté d'y aller avec lui, c'est parce que je préférais y aller avec Daniel. Il avait 14 ans, et ne voulait plus aller avec notre père. Et il disait qu'il voulait y aller avec ses amis, et seulement eux. Ça a déçu notre père, parce qu'il aimait aller au cinéma avec nous. Mais il a accepté la décision, et il ne nous a plus jamais emmenés voir un film. Ça m'a déçu aussi, car je devais choisir entre mon père et mon grand frère. Ça avait été vraiment difficile, parce que c'était les deux personnes que j'aimais le plus au monde. Mais j'ai finalement choisi mon frère et ses amis. Étrangement, les amis de mon frère étaient plus amusants que Daniel lui-même. Sûrement parce que je ne les voyais pas tous les jours, et qu'ils ne prenaient pas un malin plaisir à me frapper. Moi et mon frère avions une relation classique. Il me tapait, et quand j'essayais de lui tenir tête, il me frappait plus fort. Évidemment, je n'aimais pas me faire taper, et j'essayais de faire profil bas avec lui. Mais il n'y avait rien à faire. Il me tapait, parce que je respirais. J'ai commencé à me défendre réellement à l'âge de 13 ans, et ça a marché. Les mauvais traitements ont diminué peu à peu, avant de complètement disparaître. Aujourd'hui, quand je repense à lui durant sa crise d'adolescence, je pense qu'il se faisait tabasser à l'école, mais qu'il n'en parlait à personne. Il revenait à la maison avec des ecchymoses sur les bras et le dos, et refusait de dire d'où il venait. Je suppose qu'il devait se défouler sur le plus faible de la famille. Enfin, je dis ça, mais ce n'était qu'une hypothèse. L'origine des ecchymoses reste encore inconnue. Peut-être qu'il avait envie de reproduire les combats qu'il voyait au cinéma, à l'école. C'est drôle qu'il ait emmené autant de mystères dans sa tombe. Un soir, je suis allé au cinéma avec Daniel et un de ses amis. J'avais 14 ans, et lui en avait 18. Il voulait donc aller voir un film porno au cinéma. Petit aparté, eh oui,
un des cinémas de notre ville diffusait des films porno, même s'ils étaient évidemment cachés du grand public. Par cachés, je veux dire qu'on ne pouvait connaître leur existence que grâce au site internet du cinéma. J'ai pu accéder à la salle grâce à deux choses. Le fait que les employés de ce ciné étaient tous des flemmards qui regardaient à peine les clients, et parce que j'avais l'air d'être beaucoup plus âgé, grâce à ma grande taille et à ma voix plutôt rock pour mon âge. J'avais hâte. Sûrement parce que c'était le premier film X que j'allais voir au ciné. Pourtant, il n'y avait rien de bien là-dedans. J'allais voir un film de cul, tout en étant entouré de vieux pervers qui se branlaient dès qu'un sein apparaissait à l'écran. Ça a été une expérience dégueulasse. Imaginez-vous à ma place. Vous entrez dans une salle avec une odeur de sperme omniprésente et envahie par des hommes de 40 ans. Je ne pensais vraiment pas que des gens oseraient se branler avec des inconnus à côté d'eux. J'avais un peu peur, pour être honnête. On s'est assis le plus loin possible de la masse. On avait de bonnes places, hormis le fait qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui n'arrêtait pas de gesticuler et de parler tout seul. J'essayais de ne pas y faire attention. Puis, le film a commencé. C'était classique au début. Un mec interviewait une fille. Apparemment, c'était une star. Je ne vais pas vous mentir, j'avais vu pas mal de porno avant celui-ci, et je connaissais pas mal d'acteurs et d'actrices. Mais bizarrement, ceux-là, je ne les connaissais pas. Puis, à un moment, le mec a baissé son pantalon, a déshabillé la fille sauvagement, et lui a fait l'amour. J'ai trouvé cela brusque, mais ça ne m'a pas tant surpris. J'aime quand c'est brusque et inattendu. Cependant, la fille regardait à la caméra, les larmes aux yeux. Mon plaisir a commencé à diminuer. Je me suis dit que c'était bizarre. Normalement, les deux acteurs sont contents de baiser. J'avais envie d'en parler à mon frère, mais il semblait captivé. C'est là que les choses bizarres ont commencé. Sans crier gare, un homme nu avec un masque de chèvre est entré dans la pièce. Il avait un crayon et un couteau dans la main. Il a d'abord commencé à dessiner des fleurs et des smileys dans le dos du mec, qui se faisait la fille par derrière. Puis, avec le couteau, il a commencé à couper là où il avait dessiné. Le mec criait extrêmement fort, mais pas de douleur. Il criait parce que ça lui faisait du bien. J'allais partir quand j'ai entendu des coups derrière moi, comme si quelqu'un frappait des parties de son corps avec sa pomme. Je me suis retourné et j'ai vu le vieux derrière moi, en train de se masturber. Non, c'était trop. Je suis parti de la salle le plus vite possible. Une fois à l'extérieur, j'ai remarqué un truc choquant. La salle adjacente à celle du film porno diffusait un dessin animé pour gamins. Je n'arrivais pas à y croire. Comment un cinéma pouvait mettre un film porno pour vieux dégueulasse à côté d'un film pour gamins insouciants? Ce cinéma était louche. Mon frère et son ami sont sortis 5 minutes après moi. Je croyais que le film était fini, mais j'entendais des cris vraiment violents dans la salle. Apparemment, eux aussi avaient lâché. Je n'osais pas leur demander ce qu'ils avaient vu après mon départ. C'était bien, a dit mon frère pendant qu'on marchait vers sa voiture. Après cette histoire, il est devenu bizarre. Il a commencé à me parler de tourner un film. Au début, je n'étais pas vraiment chaud, car il m'avait déjà parlé de cette idée à de nombreuses reprises. Mais le projet était abandonné, à chaque fois, parce qu'il n'avait plus la motivation de continuer. Alors comme j'ai dit que je n'étais pas vraiment partant, il a fini par me convaincre, pour je ne sais quelle raison. J'imagine que j'avais juste envie de lui faire plaisir. On a commencé le tournage le 1er juillet 2010, et j'avais 16 ans. Oui, commencer le tournage nous a pris 2 ans, pour des raisons complètement stupides. Premièrement, on n'avait pas d'argent. On a donc décidé de faire des choses pas très morales pour en récolter. En gros, on a racketté des gens, on a vendu de la drogue, et on prenait un peu d'argent à nos parents quand l'occasion se présentait. On avait aussi chacun un petit job à côté. On était 8 au début, donc ça n'a pas été très long avant d'avoir la somme minimale pour commencer le tournage. Quand je dis que ça n'a pas été très long, je veux dire que ça nous a pris 2 ans pour récolter 18 000 €. Pour être honnête, je n'étais pas pour l'idée de racketter au début, mais c'était nécessaire. C'est ce qui a été le plus lucratif. Un soir, on se promenait dans un parc à la recherche de notre prochaine victime. Puis, on a vu 2 vieux et une jeune adolescente avec eux. C'était parfait. Moi et Daniel, on s'est placés derrière eux au cas où ils tenteraient de fuir. 2 étaient cachés à leur droite, 2 autres à leur gauche. Et les 2 derniers allaient les attaquer par l'avant. Daniel a donné le signal par un sifflement, et on s'est tous rués vers eux. La terreur dans leurs yeux était plutôt plaisante à regarder. Mais je ne voulais pas leur faire de mal. Je dis ça parce qu'un des vieux se défendait vraiment bien. Il avait vraiment envie de protéger sa femme et sa petite fille d'une bande de jeunes adultes malveillants. Je ne savais pas vraiment quoi faire, parce qu'il était bien trop fort pour nous. Il était capable de péter la gueule de 8 jeunes adultes juste avec ses poings. Et je rappelle qu'on avait tous des lames. Alors, j'ai sorti ma lame et je l'ai plantée dans son dos.
Il a poussé un hurlement de douleur, alors que les deux autres étaient horrifiés. Mes amis et mon frère en ont profité pour le ruer de coups pendant que je retenais les deux autres du mieux que je pouvais. On a finalement pu leur voler tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire les bijoux de la veille, le portefeuille du vieux et le portable de l'adolescente. J'ai repris ma lame et on est parti en courant. J'ai su plus tard que le vieux qu'on avait tabassé était mort. Je ne savais pas quoi en penser, mais j'avais très peur de voir la police débarquer chez moi. Heureusement, ils ne sont jamais venus. Logique, étant donné qu'on portait des masques et qu'on avait des gants. Deuxièmement, peu de personnes voulaient s'associer avec nous, parce qu'on voulait tourner un film horreur porno. Un snuff movie, en gros. Vous vous demandez sûrement pourquoi on voulait tourner ce genre de film. Eh bien la réponse était très simple. Ça attire beaucoup de gens. Quand on était allé voir le film porno au cinéma, Daniel avait été surpris par le nombre de personnes qui s'étaient déplacées uniquement pour voir ça. Alors, il a supposé que ça attirerait plus de gens s'il n'avait pas à payer quoi que ce soit. S'il n'avait pas à se déplacer. Et s'il n'avait pas besoin d'être entouré d'inconnus pendant leur petite branlette. Son plan m'avait surpris, car il était très futé. Mais comme je l'ai dit précédemment, le plus dur a été de trouver des personnes concentrantes pour être devant ou derrière la caméra. Ça nous énervait, mais on s'y attendait. Quelle personne normale allait accepter de tourner dans un tel film? On ne voulait surtout pas stimuler les actions du film. En gros, on voulait que les réactions des acteurs soient naturelles et ne fassent pas partie d'un script. En fait, trouver des personnes derrière la caméra était plutôt facile, puisqu'ils n'allaient pas se faire mal. Cependant, on n'a pu trouver que 5 acteurs pour faire des trucs assez malsains. Puis, j'ai proposé à Daniel d'envoyer des gens de derrière la caméra devant la caméra, sans leur dire, et de dire à de potentiels acteurs qu'ils allaient tourner dans un film normal. Il s'est senti stupide de ne pas avoir pensé à cela plus tôt, et a fait ce que j'ai dit. Il m'a surpris lors de cette journée. Je veux dire que je m'attendais plutôt à le voir rigoler, au lieu de vraiment appliquer mes conseils. J'avais proposé cette idée pour rigoler, mais apparemment, elle a vraiment été décisive pour la suite du tournage. On engageait des jeunes adultes et on leur disait qu'ils allaient tourner dans un petit film porno amateur. On leur montrait un faux script que j'avais moi-même écrit, et la plupart acceptaient l'offre, et on leur faisait signer un contrat de confidentialité. Ils ne devaient pas parler du film à qui que ce soit avant la sortie. C'était évidemment malhonnête et illégal, mais on n'en avait rien à foutre. Ce film allait peut-être nous rendre riches. Mon frère, avant que le tournage ne commence, m'a forcé à regarder beaucoup de snuff movies. Il voulait que je sois habitué à la vue du sang et des morts. Au début, je n'étais pas consentant, mais je n'ai pas eu le choix. J'ai donc dû regarder des gens se faire torturer, tuer, violer sur un écran. Vous avez déjà vu Orange Mécanique? Si oui, eh bien j'ai reçu le même traitement qu'Alex, mais les effets étaient inverses. J'ai fait énormément de cauchemars durant cette période, et je dirais que c'est depuis ce moment que je suis devenu insensible à la souffrance des gens. Tous les jours, je voyais des gens se faire massacrer. Je les voyais me supplier de les aider, et j'étais impuissant face à cela. Je savais que rien ne se passait en direct, et que la plupart d'entre eux étaient des fakes. Mais ça m'a touché profondément. Au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai commencé à comprendre que je ne pouvais sauver personne. Je les ai donc regardés se faire tuer, et bizarrement, j'y ai pris goût. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais la vue du sang ne me dérangeait plus, et était même plutôt plaisante. On était 22 à travailler sur le film. On n'avait pas encore fixé de nom à ce moment-là. On a tourné la toute première scène, le 1er juillet 2010, et je me rappellerai toujours de cette journée. Daniel est venu me réveiller à 6h30 du matin pour aller au studio. Je me suis levé laborieusement, et nous y sommes allés. On est arrivé à 7h15, et 2 techniciens étaient en train de monter le plateau. Je mets techniciens entre guillemets, parce qu'ils étaient en fait des acteurs cachés. Mon frère et moi avions élaboré un plan pour les mettre dans le film sans qu'ils le sachent. On les a salués, et on les a aidés à monter le reste. Le plateau de tournage de la journée ressemblait à une espèce de cave abandonnée, avec 2 chaises placées au milieu. Je vous laisse deviner à qui étaient réservées les chaises. Il y avait aussi une porte dans le fond du plateau. À 8h, on avait fini, et les autres qui étaient dans le coup avec nous sont arrivés. Les 2 techniciens se demandaient pourquoi les acteurs n'étaient toujours pas arrivés. C'était le moment. Mon frère et moi nous sommes jetés sur l'un d'eux, et 2 autres personnes ont foncé sur l'autre. Ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer, et ils criaient. Je dois avouer que les cris me faisaient très mal aux oreilles. Je me suis alors dépêché de mettre un bâillon dans la bouche de celui que Daniel tenait. Puis, je lui ai mis un sac sur la tête, et je l'ai jeté sur une des chaises. Des personnes ont attaché l'autre acteur à l'autre chaise, et d'autres personnes sont venues nous aider à attacher le premier acteur. Il n'arrêtait pas de gémir et de gesticuler. J'avais peur qu'il cache la scène en faisant tomber la chaise, mais Daniel a vu l'idée de les visser au plancher. Décidément, mon frère était vraiment futé. Placez-vous!
a ordonné Daniel avant de se placer derrière une des caméras. Tout le monde se dirigeait vers un endroit du plateau, sauf moi. Mon frère m'avait seulement dit d'observer et d'apprendre. J'étais un peu dégoûté de ne pas plus participer au film. « Action !» a crié Daniel quand tout le monde a été à son poste. La première scène du film allait être tournée, et j'avais hâte de voir de quoi ça aurait l'air. Frédéric, un homme de 30 ans plutôt costaud qui avait accepté de tourner plusieurs scènes, est entré par la porte située derrière les deux chaises. Les deux acteurs étaient en train de gémir, et c'est exactement ce qu'on voulait qu'ils fassent. Frédéric était torse nu, il portait un pantalon marron et des souliers noirs. Il avait pris une paire de ciseaux recouvertes de faux sang dans la main. Il s'est approché lentement des deux prisonniers, et s'est accroupi juste à côté de l'un d'eux. Il s'appelait Vincent. Frédéric était en train de sentir Vincent comme un animal qui sent la bouffe avant de la manger. Puis, en une fraction de seconde, il s'est placé derrière sa victime, en retirant le sac de sa tête, et a commencé à jouer avec ses cheveux. Vincent recommençait à gesticuler, mais Frédéric lui a ordonné sèchement d'arrêter. Ensuite, comme écrit dans le vrai script, il commençait à couper les cheveux de Vincent. Frédéric était clairement en train de profiter de ce moment. Il a porté plusieurs mèches de cheveux à ses narines et les a respirées de toutes ses forces. Puis, il a décidé de les mettre dans sa bouche. Tout le monde sur le plateau était étonné et légèrement écœuré par cet acte. Parce que ce n'était pas dans le scénario, et aussi parce que les cheveux de Vincent étaient gras et recouverts de pellicule. Cependant, on a tous trouvé ce moment parfait pour cette scène. On voulait rendre le spectateur mal à l'aise, et manger des cheveux et en tirer du plaisir était très certainement quelque chose de malsain. Frédéric a eu beaucoup de mal à avaler les mèches de cheveux. Il avait beaucoup de spasmes, il n'arrêtait pas de faire des bruits étranges avec sa gorge. Il allait parfois fourrer ses doigts au fond pour extraire quelques mèches, et il a même un peu vomi sur le crâne de Vincent. Après ça, Daniel a crié « Coupé !» et tout le monde s'est mis à applaudir la performance de nos acteurs. Ils avaient vraiment fait du bon travail. Cependant, on ne savait pas quoi faire des deux prisonniers, étant donné qu'on ne les avait pas tués dès la première scène. Il fallait les garder en vie quelque part, en attendant que leur scène finale arrive. On les a donc gardés dans une pièce sans fenêtre du studio, et on les nourrissait 2 fois par jour. Vincent est celui qui nous a causé le plus de problèmes, car sa scène finale était à la fin du film, et il était le plus agité de la bande. On a donc dû le tabasser avec des barres de fer à de nombreuses reprises pour qu'il se calme. J'ai même porté un coup très violent sur sa tempe et ça a failli le tuer. Depuis ce jour, Daniel m'a interdit de retourner voir nos prisonniers. On a enchaîné les tournages et on a tout terminé au bout de presque 1 mois. Avant de continuer l'histoire, je vais vous raconter le scénario et vous détailler la scène finale. C'est une histoire de snuff movie classique. Enfin, je dis classique pour aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas énormément de films de ce genre sur internet. Il y en avait quelques-uns, mais au moins 95% étaient des fakes. Le nôtre était réel. C'est ce qui le rendait différent des autres. Le film parle du psychopathe Dave Smith, Frédéric dans la vraie vie, qui décide de changer de vie et de devenir quelqu'un de normal. Il décide de se trouver un travail, mais son côté dangereux prend le dessus, et il se surprend en train de commettre des meurtres, de la torture et des viols. Le 22 septembre 2010, la scène finale du film avait été tournée, et on allait commencer le montage. Durant la scène finale, on voit Frédéric en train de parler à un des acteurs. L'acteur croyait qu'il allait juste parler à Frédéric durant la séquence, et qu'à la fin, ils allaient se réconcilier. En gros, il croyait qu'ils allaient régler un conflit que j'avais créé dans le faux script. Par contre, Frédéric avait reçu un scénario complètement différent. Frédéric devait, au début, parler calmement à Samuel, le comédien, puis commencer à hausser le ton, jusqu'à lui hurler dessus. On voyait bien que Samuel ne comprenait pas, car dans son script, Frédéric devait se calmer au fur et à mesure de la discussion. Mais dans le vrai script, Frédéric, après avoir hurlé sur Samuel de toutes ses forces, devait se jeter sur lui et le ruer de coups de poing au visage. Étant donné que Frédéric était beaucoup plus costaud que Samuel, il n'a eu aucun mal à lui casser la gueule. Ensuite, après qu'il ait bien amoché Samuel, Frédéric devait lui crever les yeux. Les deux étaient en train de hurler, l'un criait à cause de la douleur et l'autre pour le plaisir. Après, Frédéric devait s'emparer d'un couteau et devait lui planter dans la gorge. S'ensuivait alors un gros plan sur le visage du mort et un générique avec 2 faux noms. Samuel représentait le côté psychopathe du personnage principal. Donc à la fin, Dave devint une personne normale. Une happy end dans un snuff movie. Comme dit précédemment, on n'a pu engager que 5 acteurs qui savaient qu'ils allaient tourner dans un snuff movie, et 8 autres qui ne savaient pas dans quoi ils s'étaient embarqués. En plus, on a dû les piéger en écrivant de faux scripts pour les 5 acteurs consentants, afin de pouvoir les tuer. Ça m'aurait étonné qu'ils acceptent de mourir devant la caméra.
Et, pour éviter les soupçons des autres acteurs et des techniciens, on les faisait venir au plateau seulement une fois, et on les empêchait de se voir entre eux. Par exemple, si un des techniciens ou acteurs devait venir au studio pour installer la lumière, il ne sortait plus du plateau jusqu'à ce que sa scène finale soit tournée. En d'autres termes, jusqu'à sa mort. Tous les acteurs, excepté Frédéric et presque tous les techniciens, sont morts devant la caméra. Voici une liste de ceux qui étaient encore vivants à la fin du tournage. Jérémy, moi-même, Daniel, Frédéric, Rémi, une des 8 personnes initiales, Nicolas, une des 8 personnes initiales, Quentin, une des 8 personnes initiales, Oscar, une des 8 personnes initiales, Sébastien, une des 8 personnes initiales, Guillaume, une des 8 personnes initiales, et Robert, le monteur vidéo. Robert, un des amis de Daniel, s'est occupé du montage, et je dois avouer que son apparence était plus que repoussante. Il était grassouillé, avait de longs cheveux gras attachés en queue de cheval, et il suait tout le temps. Enfin, je dis ça, mais il était très gentil. Et il était extrêmement habile avec les montages. Il a tout terminé au bout d'une semaine, et apparemment, il avait très peu dormi. Je dis apparemment, car c'est une supposition. De grosses cernes apparaissaient sous ses yeux depuis qu'il avait commencé le montage. Après réflexion, je crois que Robert avait des cernes, car il n'arrivait plus à dormir. Je suppose qu'après toutes les horreurs qu'il avait dû voir en faisant le montage, le sommeil ne venait pas. Ce qui est compréhensible. Si j'étais quelqu'un avec une bonne santé mentale et que je devais travailler avec des psychopathes meurtriers, je n'arriverais sûrement pas à dormir. Même si je parle de psychopathe meurtrier, je me considère pas comme tel. Je pense plutôt que ma façon de voir les choses est différente de la vôtre. Au début, je ne lui faisais pas confiance. J'avais peur qu'il aille contacter la police et qu'on ne puisse pas terminer le film. Après tout, il travaillait pour nous. C'est-à-dire qu'il était notre employé. Et vu comment on finit nos anciens employés, j'aurais trouvé ça normal qu'il ait un peu peur pour sa vie et qu'il contacte la police. Malgré tout, il ne l'a pas fait et ça m'a un peu surpris. Sûrement parce que lui et Daniel étaient amis. Faut comprendre pourquoi j'ai dit amis, comme ça. Tant qu'on est dans le sujet des morts choquantes, je vais vous décrire 3 morts qui m'ont marqué. La première à mourir était une jeune adulte d'environ 19 ans, en recherche désespérée d'attention. Alors, pour que des gens la remarquent, elle a décidé de tourner dans notre film. Évidemment, elle croyait qu'elle allait tourner dans un film porno, et elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle attendait. Elle est arrivée au studio 3 jours après le début du tournage. Dans son scénario, il était écrit qu'elle devait faire une fellation à Dave, Frédéric. Elle s'attendait sûrement à tomber sur un mec de son âge. Mais quand elle a vu qu'elle devait sucer un homme de 30 ans, elle a regretté son choix et a voulu quitter le studio. On s'est arrangé pour qu'elle ne le puisse pas. Quelques amis se sont jetés sur elle et lui ont attaché les poignets. Ensuite, ils lui ont injecté une espèce de sédatif pour qu'elle arrête de se débattre. Puis, quand elle a été assez assommée, Frédéric a pris un malin plaisir à la découper en morceaux, puisque c'était la première fois que je voyais une personne mourir d'une manière aussi horrible devant moi. Je ne m'en sentais pas très bien. Mais je ne voulais pas décevoir mon frère ou paraître faible devant mes amis, et je suis resté, et j'ai regardé les derniers instants de la vie de cette fille qui ne cherchait que de l'attention. La deuxième mort qui m'a le plus marqué était celle de l'acteur qui s'était fait couper les cheveux par Frédéric lors de la première scène. On est revenu le chercher vers la fin du tournage. Il était l'avant-dernier à mourir. La scène commence avec un plan d'ensemble de la pièce, la cave abandonnée, avec Vincent assis sur une chaise vissée au sol. La seule différence avec la première scène, c'est qu'il est seul. Frédéric rentre par la porte arrière et s'approche de lui. Il lui arrache ensuite le sac de la tête et lui lèche la joue droite passionnément. Cela dure environ 1 minute. Puis, il déchire le chandail de la victime et attrape un couteau placé sur la chaise vide à côté de lui. Il commence ensuite à découper de gros morceaux de chair de sa victime et rigole. L'acteur ne pouvait pas crier, car il avait un bâillon dans la bouche. Ensuite, avant de l'achever, Frédéric lui coupe les 2 mamelons et lui tranche la gorge. La mort que je n'oublierai jamais est celle d'un dénommé Paul. Pour être honnête, le voir mourir m'a vraiment fait mal, car je l'apprécie beaucoup. Quand on l'a rencontré pour lui parler du film, il était très drôle et très sympathique. Je le trouvais tellement sympa que je lui ai donné mon numéro et on se parlait au téléphone. On se voyait à l'extérieur, on était devenus potes. J'avais oublié le fait que c'était un acteur condamné à mourir dans mon film. Je n'ai pas parlé de cette amitié à mon frère, parce que j'avais peur qu'il me renvoie du tournage du film. Alors, comme je ne pouvais pas trahir mon frère en disant à Paul qu'il allait mourir dans le film, j'ai refait le script pour lui donner une mort rapide. Mais mon frère s'en est rendu compte et l'a réécrit. Et il n'y est pas allé de main morte. Je me suis rendu au studio, mélancolique, et je me suis assis à ma place habituelle. Une petite chaise à côté de la caméra, qui faisait un plan d'ensemble. Généralement, c'était Daniel qui l'utilisait.
Daniel était arrivé plus tôt que d'habitude et avait monté le plateau avec 2 autres personnes. Paul allait mourir dans une cuisine. Dans le script que j'avais écrit, Paul devait nettoyer le lavabo et Frédéric arriverait par derrière et lui planterait une hache dans le dos avant de le décapiter. Elle était censée durer 1 minute. Malheureusement, comme je l'ai dit, Daniel a retouché cette scène de A à Z. Environ 15 minutes après mon arrivée, Frédéric est arrivé. Pour la première fois depuis le début du tournage, il m'a dégoûté. Je n'arrivais pas à croire qu'une personne aussi sympathique que Paul allait se faire tuer d'une façon aussi ridicule. En fait, c'était ce projet qui me dégoûtait. On avait peut-être déjà tué des gens aussi sympathiques que Paul. Je commençais à nous considérer comme des malades mentaux. Quand j'ai entendu Paul entrer dans le studio, je me suis levé brusquement. Je devais voir une dernière fois son visage. Cependant, Daniel savait que j'allais faire ça. Il a donc envoyé 2 mecs devant la porte pour l'attendre. Donc, quand Paul est entré, il s'est fait accueillir par un coup dans le visage et un autre dans le ventre. J'ai crié à ces 2 personnes d'arrêter, mais Daniel m'a fait taire. C'est là qu'il m'a dit qu'il avait changé le scénario. Je ne comprenais pas, je voulais juste revoir une dernière fois mon ami. Lui lui avait mis un bâillon dans la bouche et un sac sur la tête. Ils l'ont ensuite emmené dans la cuisine et l'ont laissé là. Je ne pouvais rien faire pour le sauver. Je suis donc resté assis sur ma chaise, comme un con, à regarder un de mes amis mourir. Quand Daniel a crié « Action », Frédéric est arrivé dans la cuisine, avec un couteau de boucher dans la main. Il s'est approché de Paul. Il lui a enlevé le sac de la tête. Quand j'ai vu son regard terrorisé creuser le mien, j'ai eu l'impression de m'être fait poignarder le cœur. Il s'est ensuite approché de son oreille. Il lui a chuchoté quelque chose dans l'oreille. Après ce chuchotement, des larmes ont commencé à couler des yeux de Paul. Je n'ai su qu'après sa mort, ce que Frédéric lui avait dit. Puis, Frédéric lui a attrapé le bras droit et a commencé à l'écorcher vif. Paul tentait de se débattre en frappant le bras de Frédéric avec son bras gauche, mais Frédéric a sorti un long clou rouillé de sa poche, a immobilisé le bras gauche de Paul contre le sol et a rentré le clou dans sa main. Le bâillon l'empêchait de crier, mais la douleur dans les yeux était bien visible. Frédéric a continué d'écorcher le bras droit de Paul jusqu'à ce qu'il n'ait plus de peau. Quand ça a été fini, il a sorti un autre clou rouillé de sa poche et l'a rentré dans la main droite de Paul. Ensuite, il s'est défoulé sur le bras gauche de Paul. Je me sentais tellement mal. Il a continué à le torturer pendant au moins 5 bonnes minutes avant de l'achever en lui écrasant la tête avec un extincteur accroché au mur. Je ne vous décrirai pas les autres méthodes qui ont été utilisées pour le torturer, parce que ce serait beaucoup trop long et que ça me dégoûte encore d'en parler. Oui, ça fera bientôt 6 ans que le tournage est terminé, mais j'ai l'impression que les plaies ne se fermeront jamais. Surtout avec la mort de mon frère. Mais nous n'en sommes pas encore à sa mort. Je réalisais qu'à cause de moi, une personne si gentille et sympathique venait de mourir. Peu de temps après la mort de Paul, je suis allé regarder le scénario écrit par Daniel pour voir ce que Frédéric lui avait dit avant de le tuer. Il était écrit « Ton pote Jérémy t'a traîné ici pour m'offrir l'honneur de te tuer. Je suis désolé pour toi, mais tu n'as jamais eu d'amis ici. Et tu n'en auras pas. » Je ne saurais expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai juste eu l'impression d'avoir été poignardé. Mais bon, 2 semaines plus tard, je ne pensais déjà plus à Paul, et j'étais passé à autre chose. Après tout, j'avais mon frère, et c'était la seule personne réellement importante à mes yeux. On a envoyé toutes les scènes à Robert, et il a monté le tout 52 minutes. 52 minutes à regarder des gens se faire torturer, tuer et violer. Comme je l'ai déjà dit, le montage a probablement tué la santé mentale de Robert, car depuis qu'il nous a présenté le produit final, il n'a plus vraiment été le même. Quand on se rencontrait en dehors des heures de travail, malgré son apparence répugnante et son allure de geek, il était très sympa et très drôle. Après les longues séances à nettoyer le studio, après les scènes sanglantes, il était là pour nous remonter le moral. Il ne rentrait jamais dans le studio. J'imagine qu'il ne se doutait pas de la barbarie de nos actes. Enfin, grâce à nous, il a pu voir de quoi certains humains étaient capables. Il avait l'air assez naïf, si je puis dire. Alors, on a créé le site www.sneuf.com et on a publié la vidéo dessus. Vous saurez pourquoi le site est inaccessible plus tard. Je n'ai pas de screen ou de vidéo montrant la page d'accueil, mais je me rappelle par cœur. Au centre, il y avait la vidéo qui se lançait automatiquement. Les visiteurs avaient la possibilité de mettre en plein écran, d'augmenter la taille, la qualité, etc. Bref, tout ce qu'on peut faire avec une vidéo. Et évidemment, pour se faire de l'argent, on a garni la page de toutes sortes de publicités. On ne s'est vraiment pas gêné avec les pubs, car on voulait vraiment faire du bénéfice. On y avait mis tellement d'efforts et tellement de travail. On avait enlevé le droit de vivre à tellement de personnes.
On devait donc honorer leur mémoire en empochant le plus d'argent possible. On a fait connaître le site en collant le lien dans les forums du Deep Web. Je passais énormément de temps à faire la promotion de mon film, car je voulais qu'un maximum de personnes puissent voir ce qu'on avait accompli. J'ai pu faire la connaissance de quelques personnes qui m'avaient l'air sympathiques, mais sans plus. Avec tous les psychopathes du Deep Web, il vaut mieux garder ses distances. Tous les jours, de plus en plus de personnes visitaient notre site. C'était vraiment pas mal de recevoir notre première paye après un mois d'activité. 1200 € à diviser en 10. Donc je me suis fait 120 € en un mois. C'était pas mal, mais ça allait être long avant que ça ne devienne rentable. Et j'avais peur que la police découvre le site et enquête sur nous. Enfin, je dis ça, mais je savais que ça viendrait tôt ou tard. On avait anticipé tout ça en utilisant des logiciels permettant de cacher notre IP et notre localisation géographique. Et Daniel avait créé un autre compte bancaire avec une fausse carte, donc un faux nom, pour pouvoir récupérer l'argent généré sans se faire attraper. Si la police arrivait à découvrir le nom de la personne qui gérait le compte qui récupérait tout l'argent du site, ça ne prendrait pas beaucoup de temps avant qu'on se fasse attraper. Puis un jour, ça a explosé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le site a littéralement explosé du jour au lendemain. Des dizaines de milliers de visites chaque jour. Ça allait beaucoup plus vite que prévu, et c'était à la fois une bonne et une mauvaise chose. Une bonne chose car ça allait générer énormément de revenus, et ça allait devenir rentable beaucoup plus tôt que prévu. Mais une mauvaise chose, car ça allait donner beaucoup trop de visibilité au site trop vite. Donc mon film était beaucoup plus à risque de se faire détruire par la police. Mais bon, j'ai décidé d'être optimiste et d'attendre la fin du mois pour la payer. 18 000 € à diviser en 10. J'avais donc 1800 € dans les poches au bout d'un autre mois. C'était plus que le SMIC. Je ne peux pas expliquer la sensation que ça fait de recevoir un tel montant après tout ce travail. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout l'argent que je pouvais me faire si je me débarrassais des autres. 18 000 € par mois. Ça me ferait donc 216 000 € par an. Évidemment, je ne pouvais pas faire ça parce que mon frère était dans le lot. Mais j'avais peur. J'avais peur parce que je venais d'avoir cette pensée. Et je pense que j'étais le moins dérangé mentalement dans le groupe. Je savais que les autres y pensaient quand je les voyais. Je savais qu'ils souhaitaient secrètement la mort de tout le monde pour récupérer les gains. Je pouvais vivre avec cette pensée, et elle ne me faisait pas spécialement peur. Souhaiter secrètement la mort d'une ou plusieurs personnes est normal. Cependant, ce qui m'inquiétait, c'était de voir quelqu'un faire ce que son esprit lui ordonnait. Tuer tout le monde. Les mois ont passé, et j'avais plus de 20 000 € dans les poches. On se faisait tellement de fric. Par tellement de fric, je veux dire environ 25 000 € à diviser en 10. Et le nombre de visiteurs ne faisait qu'augmenter. Ce qui est étrange étant donné qu'il n'y a qu'un film sur le site. Était-il si bon que ça? Je l'ignore, mais tout ce que je sais, c'est que ça marchait et je comptais en profiter le plus possible. Daniel m'avait parlé de tourner une suite, mais je n'étais pas sûr de vouloir le faire. C'était une expérience intéressante et enrichissante, mais je n'avais pas vraiment envie de revivre tout ce que j'avais vu. Puis est venu le jour où on a retrouvé Rémi mort chez lui. Il nous avait aidé à faire le film, et il prenait 1/10 des bénéfices mensuels. Normalement, ça ne m'aurait pas inquiété, ni même touché de savoir qu'il était mort. On s'était perdu de vue de toute façon. Cependant, il a été retrouvé mort chez lui, la gorge tranchée. Ce qui veut dire qu'il a été assassiné. J'ai fait part de mes inquiétudes à Daniel, et il m'a dit de ne pas m'en faire, que c'était probablement une coïncidence. Je voulais le croire, je voulais tellement croire. Mais quand Guillaume et Oscar ont aussi été retrouvés morts, l'un d'eux s'est pendu et l'autre s'est fait écraser par une voiture, je savais que quelqu'un parmi nous était en train de nous supprimer pour tout récupérer. Je vivais dans la peur, je ne sortais jamais de chez moi, je fermais mes fenêtres à clé et je ne parlais à personne, excepté mon frère. C'était la seule personne en qui j'avais confiance. J'avoue que c'était assez stupide, étant donné que c'était le suspect numéro 1 dans cette affaire. Parce que c'est lui qui devait récupérer l'argent et le diviser. Et aussi, il sortait beaucoup pendant la nuit, et il ne me disait jamais où il allait. Enfin, je dis ça, mais je connais mon frère, et je sais qu'il ne tuerait jamais ses amis et son propre frère. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais un mois après avoir créé le site avec mon film, Daniel et moi avons emménagé dans un petit appartement. On avait prévu de créer un petit studio de cinéma, et de créer notre entreprise. Il était ambitieux, et je l'admirais pour ça. Tous les mois, quelqu'un mourait, et j'étais pratiquement convaincu qu'il s'agissait de Frédéric. J'en ai parlé à Daniel, qui s'est finalement convaincu lui aussi qu'il y avait un assassin parmi nous, et il a été d'accord avec ma théorie. Malheureusement, à chaque fois qu'on l'appelait pour lui parler, il ne nous répondait pas. Absolument impossible de le contacter.
J'ai essayé de convaincre Daniel de ne pas sortir la nuit, mais il y allait quand même en me disant qu'il avait des affaires à régler. Nous n'étions plus que 4 à récupérer l'argent de mon film. Moi, mon frère, Frédéric et Robert. Il y avait de moins en moins de visiteurs, normal vu qu'on ne publiait plus rien depuis des mois, mais on recevait encore assez d'argent pour pouvoir en vivre. Un jour, Daniel m'a dit qu'on allait devoir engager de nouvelles personnes pour pouvoir tourner la suite de mon film, toujours sans nom. J'ai accepté à contre-cœur, mais je lui ai demandé d'attendre un peu, car je ne me sentais pas en sécurité. Depuis quelques jours, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait par la fenêtre de ma chambre. Et un jour, j'ai appris le décès de mon frère, Daniel, alors qu'il était en train de s'amuser dans une boîte de nuit avec quelques amis qui s'étaient faits et dont il ne m'avait jamais parlé. Selon les témoins, après avoir bu quelques verres, il se serait effondré par terre en se tenant la poitrine. Le légiste a conclu qu'il s'agissait d'un infarctus de myocarde, crise cardiaque, et je me suis retrouvé tout seul. Tout le monde pensait que c'était une mort accidentelle, mais je savais que quelqu'un l'avait assassiné. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Je savais que Robert ou Frédéric l'avaient tué. Et je savais aussi que j'étais probablement le prochain. J'ai passé tout le mois suivant la mort de Daniel à faire mon deuil. Et à rencontrer des membres de famille que je ne connaissais même pas. S'ils avaient su ce que le petit Daniel avait fait avant de mourir. Mon deuil fini, j'ai fermé le site. Mon film m'avait apporté tellement de bonnes choses tout en m'en retirant. Je me devais de le supprimer. Je savais que ça mettrait en colère l'assassin et qu'il viendrait pour moi. Et c'est ce que je voulais. Je devais venger mon frère. Il voulait tellement accomplir ses rêves avec moi et un connard l'en avait empêché. C'était mon devoir de découvrir son identité et de lui enlever la vie comme il avait enlevé celle de Daniel. Un soir, alors que j'avais du mal à dormir, j'ai entendu quelque chose en train de se faire crocheter. Mon sang s'est figé dans mes veines et je me suis mis à suer comme je n'avais jamais sué. J'ai levé ma tête et lentement, j'ai regardé en direction de la fenêtre, très discrètement. Quelqu'un essayait de l'ouvrir. C'était lui. C'était la personne qui avait assassiné mon frère. C'était la personne que je devais tuer. Je n'ai pas eu besoin de regarder plus de 3 secondes pour reconnaître son ventre d'obèse. C'était Robert. Environ 30 secondes plus tard, il avait réussi à ouvrir la fenêtre et venait d'entrer dans ma chambre. Je ne savais pas quand viendrait le bon moment, mais je savais qu'il viendrait. Tout ce qui m'inquiétait, c'était de ne pas savoir comment il s'y prendrait. Allait-il m'égorger, m'étrangler, me poignarder, m'empoisonner? Je n'en avais pas la moindre idée. Puis, j'ai pu entendre ses pas. Il s'approchait lentement de moi, sûrement, pour ne pas me réveiller. C'était une bonne chose de remarquer cela, car ça voulait dire que je pouvais jouer sur le facteur de la surprise. L'attaquer, au moment où il s'y attendait le moins. Il était là, à 1 mètre de moi, et j'ai pu l'entendre parler. Tu as été imprudent. Tu n'as rien remarqué même après la mort de ton frère et des autres. Que tu es bête. Ça m'inquiétait. Savait-il que j'étais réveillé? Cependant, malgré ma crainte, je faisais toujours semblant d'être endormi, et je gardais un visage neutre. Puis il a continué. Tu ne te rendras même pas compte de ce qui t'arrive. Tu as de la chance. Les autres ont vu la mort arriver. Mais toi, tu ne te doutes de rien. Allez, finissons-en. J'ai à peine ouvert mes yeux. Juste assez pour le voir se rapprocher avec la lame d'un couteau à la main droite. Je me préparais. Dès qu'il s'arrêterait, j'allais me jeter sur son bras pour attraper le couteau et je le tuerais avec sa propre arme. J'avais du mal à contenir mon excitation. Ça lui a environ pris 10 secondes pour se rapprocher de moi. Et je peux vous dire que jamais je n'aurais pensé que 10 secondes pouvaient être aussi longues. Et il s'est arrêté. Pour me donner du courage, je me suis mis à crier en même temps que je me jetais sur lui. Je n'avais jamais senti autant d'adrénaline dans mon corps, et je peux vous dire que cette adrénaline m'a été très utile. Sans elle, je n'aurais jamais eu le courage de faire ça. Apparemment, Robert ne se doutait de rien, car il a eu du mal à s'en remettre, et aussi, lui prendre le couteau des mains a été plus facile que prévu. Le couteau dans les mains, l'assassin de mon frère par terre juste devant moi. Plus rien ne pouvait m'arrêter. Excepté la personne qui se tenait derrière. J'ai senti la lame entrer dans mon dos, et c'était horrible. Ce bout de métal était en train de se frotter à ma colonne vertébrale. J'étais paralysé. Je ne pouvais pas me défendre, tandis qu'il faisait tourner la lame dans la plaie. J'ai entendu un rire, et j'ai reconnu Frédéric. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais peur aussi qu'il ait un complice. À mon avis, c'était la pire chose qui puisse m'arriver. J'avais eu de la chance jusqu'à là, mais malheureusement, tout allait beaucoup trop loin. J'ai lâché mon couteau, et j'ai poussé un dernier cri pour faire comprendre à tout le monde que j'avais essayé, mais que j'avais échoué. C'était aussi un cri de pardon pour mon frère et tous les autres qui étaient morts à cause de mon film.
je n'avais pas réussi à les venger. Finalement, Frédéric a retiré la lame et je suis tombé sur le ventre, quasi inconscient. Je ne pensais pas qu'un coup de couteau dans le dos pourrait me mettre KO à ce point. J'espérais avoir assez de force pour lui planter mon couteau dans le corps, mais toute mon adrénaline et mon énergie se sont volatilisées au moment où cette putain de lame est entrée en moi. Je faisais le mort en espérant qu'il me laisse tranquille, et ils ont commencé à discuter. Je ne me rappelle pas de tous les mots exacts, mais en gros, c'était quelque chose comme ça. Merci. Il m'aurait tué s'il n'avait pas été là. Y a pas de problème. Tu crois qu'il est mort? Je dirais que oui. Il est parfaitement immobile. Peut-être, mais découpons-le un peu. On n'est jamais trop prudent. Il fait peut-être semblant. Ouais, tu as raison. Mais avant ça, je ne vais pas mentir, je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Mais de ce que j'ai pu voir, Frédéric venait de plaquer Robert contre le mur. Et étant donné qu'ils avaient le dos tourné, j'en ai profité pour me mettre à genoux, malgré la douleur lancinante. Puis, j'ai entendu quelque chose tomber par terre. Un liquide. Au début, j'ai cru que c'était du sang qui s'est coulé de mon dos. Mais en fait, ça venait du cou de Robert. Frédéric venait de lui planter la lame dans la gorge. Je voulais rester en vie. Je voulais continuer à vivre pour moi, et pour mon frère et tous les autres. J'utilisais mes dernières forces pour me lever. Attraper un chandelier qui traînait sur une table à côté de moi, et le fracasser sur la tête de Frédéric qui était encore occupé à tuer Robert. Ce premier coup l'avait probablement tué, vu que j'avais réussi à lui ouvrir le crâne. Mais ce n'était pas assez. J'abattais le chandelier encore et encore sur son crâne de merde. Des gouttes de sang et des morceaux de cervelle et d'os volaient partout autour de moi. Je continuais de frapper, même s'il ne restait plus qu'un tas d'os mouillé par terre. Je lâchais le chandelier et je hurlais. J'avais réussi. Je me suis écroulé par terre. Je devais utiliser le peu d'énergie qu'il me restait pour attraper le téléphone et appeler la police. J'ai composé le 17 et j'ai dit à la personne au bout du fil mon adresse et qu'il y avait des morts. Elle voulait en savoir plus, mais j'ai raccroché pour profiter du seul moment paisible que j'avais depuis le début des morts. Je pouvais entendre un souffle rauque et je me suis rendu compte que Robert était encore en vie. J'ai levé légèrement la tête et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune chance de survie. Toute la lame était dans sa gorge et il était cloué au mur. Du sang s'écoulait de sa blessure et il avait tenté de retirer le couteau de son corps. J'ai ri, avant de m'évanouir en pensant à Daniel et tous ceux qu'on avait envoyés à l'abattoir. Je me suis réveillé dans un hôpital, une infirmière à mes côtés. J'ai tenté de bouger, mais elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit de ne pas bouger. Apparemment, ça ne ferait qu'empirer mon état. J'avais envie de parler, mais impossible, aucune force. Je n'avais de toute façon pas envie de parler. Le lendemain, des flics sont venus me parler. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé cette nuit-là. Je leur ai un peu menti. J'ai expliqué ce qui s'était passé durant la nuit, mais je n'ai pas évoqué mon film. Ni Daniel, ni n'importe qui étant impliqué dans le projet. Et j'ai aussi dit que je n'avais aucune idée de pourquoi ils avaient tenté de m'assassiner. Cependant, je pense pas qu'ils aient gobé toute mon histoire. En fait, j'avais peur que Robert ait survécu à sa blessure. C'était peut-être stupide d'avoir pensé ça, mais je pense que ce n'était pas impossible. Imaginez s'il avait survécu et qu'il avait parlé. Ça aurait été la fin de ma vie. Heureusement qu'il est décédé avant que les flics n'arrivent. J'ai reçu beaucoup d'amour de la part de mes parents, et la police a conclu que c'était un acte de légitime défense, même s'ils continuaient à me surveiller et à m'interroger à l'occasion. Ils n'ont jamais pu connaître le mobile, et tant mieux. Je suis retourné vivre chez mes parents, et j'ai continué mes études, en marketing cette fois-ci. Et j'ai dépensé gentiment tout l'argent qui venait de mon film. Tout ce qui me reste qui peut me rappeler cette expérience, c'est ma mémoire, et ce fichier nommé monfilm.mp4 sur mon PC portable. Un fichier que je n'ouvrirai plus jamais, mais que je ne supprimerai pas. Daniel y tenait tellement à ce projet. Ce serait le déshonorer de le supprimer. Pour tout vous dire, je ne m'appelle pas Jérémy, et mon frère ne s'appelait pas Daniel. Je partage mon histoire anonymement pour ne pas me faire emmerder dans la vraie vie. Je suis un nouvel homme, et je pense que partager ce que j'ai sur le cœur me permettra de passer à autre chose. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai appelé ce film mon film pendant tout le récit, alors que j'ai très peu participé au tournage? Je n'ai fait qu'écrire le script après tout. Si ce film devait appartenir à quelqu'un, c'est bien mon frère. Et bien étant donné que je suis la seule personne encore en vie, ayant participé à la production du film, je pense qu'il m'appartient. Et aussi ça aurait été lourd d'appeler ça le film de mon frère, pendant toute l'histoire. Vous ne trouvez pas? Mon film, c'est clair, précis et efficace. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. Au revoir. Ah, aussi, je vais rajouter un petit truc vite fait. Je suis un peu à court de liquide et je ne sais pas quoi faire. Mes parents refusent de me donner de l'argent. Il faut que je sois indépendant, disent-ils. Foutaise. Et je n'arrive pas à me trouver un job.
c'est vraiment de la merde. J'ai ce fichier sur mon PC, et que j'hésite à mettre en ligne. Ça va sûrement me permettre de sortir du trou financier. Qu'est-ce que vous en pensez ?